Bonjour et bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV consacrée aujourd'hui à la RSE et plus précisément les premiers pas en RSE, pourquoi et comment s'engager. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, désigne les pratiques mises en place par les entreprises pour tenir compte des impacts de leur activité sur la société et l'environnement, tout en assurant leur viabilité économique. L'entreprise n'est plus perçue comme un simple agent économique produisant des biens et services, mais bel et bien comme un acteur responsable de ses impacts sur l'environnement et l'homme. La RSE a longtemps été perçue comme une contrainte qui prenait du temps, de l'argent, sans jamais en rapporter. Ces dernières années ont permis de déconstruire les idées reçues. La RSE peut être une démarche rentable, y compris pour toutes les entreprises et les TPE-PME. Dans le cadre du partenariat AFNOR-UPV, nous avons souhaité proposer une première webconférence mettant l'accent sur le pourquoi et le comment engager concrètement une démarche RSE. J'en profite pour rappeler que l'UPV est engagé depuis plusieurs années dans le domaine. L'UPV informe et accompagne les entreprises en matière de dialogue social, de QVT, de santé et sécurité au travail, de RH, notamment par le biais du label Amplitude, dans le domaine de l'inclusion avec l'école de la seconde chance. Grâce au partenariat avec l'AFNOR, nous allons proposer un autodiagnostic RSE, un autodiagnostic en matière d'achat responsable. Ils seront en ligne sur le site de l'UPV. Enfin, l'UPV soutient l'organisation des trophées RSE PACA et VAR, dont les sélections sont en cours en ce moment. Alors, pour animer cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Constant, délégué régional AFNOR PACA, Dominique Ortoli qui va nous rejoindre, qui est coincé dans les bouchons du cabinet Novavia, Arlette Schuller qui sera notre grand témoin qui représente l'entreprise intermédicale basée à Hyères, et David Morlet, chargé de mission RSE, qui animera la webconférence. Je vous remercie à tous. Petit rappel, vous pouvez vous poser vos questions par le biais du chat qui se trouve sur votre droite de l'écran. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à David Morlet. Merci Philippe. Donc, comme l'a précisé Philippe Lemaire, après avoir longtemps travaillé sur les raisons qui pouvaient amener les chefs d'entreprise à s'engager dans une démarche RSE, il nous a semblé pertinent de proposer une webconf sur les pistes de réponse, sur le comment on s'engage, comment une entreprise s'engage dans une démarche RSE. Donc, on a invité Olivier Constant qui va nous proposer la vision de l'AFNOR sur la façon dont les entreprises, et notamment les TPE-PME, s'engagent dans une augmentation de leur niveau de maturité responsable. Je te passe la parole, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'UPV pour cette invitation et pour... je suis en train de terminer. Voilà, cette invitation et pour aussi le partenariat que nous mettons en place. Voilà, j'espère vous m'entendre, juste de contrôler que vous m'entendiez bien et que vous avez bien le partage de mon écran, que vous voyez mon... Tout est parfait. Tout est parfait. OK. Juste donc en introduction, ce que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui quand même, c'est quelques éléments aussi importants sur le fait que la RSE et mettre en place des démarches de RSE va rentrer complètement dans l'intégration de votre stratégie et de vos problématiques d'entreprise, et donc que ce n'est pas quelque chose qui est comme ça nébuleux et qui n'a pas de relation directe et complète avec les actions que vous menez dans votre entreprise. En deux mots, juste quand même pour vous présenter le groupe AFNOR, hein, donc on est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique et nous avons 4 grands métiers qui déclinent en fait autour de notre raison d'être principale, qui est la normalisation, c'est-à-dire apporter à vous, entreprises, à l'ensemble des parties prenantes, les moyens de mettre en place des documents leur permettant de travailler plus facilement. Soit, je dirais, il y a 2 grands volets, des normes techniques que vous utilisez au quotidien quand vous faites des achats ou quand vous devez vérifier la capacité de vos produits ou services de répondre à je dirais, une qualité globale, et on reviendra peut-être sur ce sujet-là, et puis des normes d'organisation, de systèmes de management. Voilà. Et nous proposons bien sûr de la formation et du conseil pour être en capacité de mettre en place ces normes dans vos organisations. Et puis après, chose importante, et nous en parlerons aussi, avec AFNOR Certification,
la capacité de montrer et de faire reconnaître votre état d'avancement et votre niveau sur les différents sujets que vous pouvez traiter. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, je vais vous présenter et utiliser en fait une série d'études que nous avons menées auprès d'entreprises qui ont déjà mis en place des projets de RSE et d'essayer de vous persuader, si c'était encore nécessaire, l'intérêt de mettre en place ces démarches et de voir comment elles collent complètement à vos problématiques d'entreprise. C'est vrai qu'il y a eu une forte augmentation depuis quelques années. On voit bien que une très forte majorité des entreprises et des dirigeants d'entreprises pensent que mettre en place une démarche RSE est quelque chose d'important et qu'il va de plus en plus s'inscrire dans une logique de développement de l'entreprise. Aujourd'hui, bien évidemment, les problématiques sont nombreuses et vous avez, je dirais, des soucis, des enjeux au quotidien. Et la première réponse que l'on a des fois, c'est de se dire « Ah ben de toute façon, j'ai tellement de choses à m'occuper, j'ai pas le temps et il y a d'autres priorités. » Cependant, on a pris quelques éléments, quelques exemples là d'enjeux, vos problématiques de développement de marché, d'innovation, de numérisation, de digitalisation. Le sujet actuel très fort touchant le problème de recrutement, de turnover, de motivation des équipes et d'acquisition et d'attirance des nouveaux talents, notamment au niveau des jeunes. Les sujets touchant fortement en ce moment les problématiques d'approvisionnement, des relations avec les fournisseurs, d'ancrage territorial, et puis, sujet important en ce moment, bien sûr, la problématique environnementale, avec un focus particulier sur l'énergie, font que, avec, en plus de ça, cette problématique de sécurité au niveau des clients, de fidélisation et de foisonnement, on voit que vous avez bien évidemment une foultitude de problématiques et en fait, ce que l'on peut apporter, c'est que lorsque vous allez mettre en place une démarche de RSE, vous allez en fait embarquer vos enjeux principaux et aller les travailler de manière organisée et aussi de manière complémentaire les uns par rapport aux autres. Et si on reprend l'étude que nous avons menée auprès d'entreprises qui ont atteint un certain niveau de maturité dans les démarches RSE, eh bien, elles répondent toutes à ces problématiques-là, de limitation de l'impact sur l'environnement, de la gestion des ressources humaines et de l'écoute des parties prenantes qui vont faire que vous allez améliorer la performance de votre organisation. Alors, pourquoi se lancer? Les principales motivations viennent de valoriser des initiatives et des démarches de votre organisation qui existent déjà. On s'aperçoit aussi en début de démarche qu'en fait, eh bien, les entreprises, déjà, vous faites souvent beaucoup de choses. Vous n'en avez pas forcément une conscience complète. Elles ne sont pas forcément encore organisées. Et puis aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que vous avez eu du mal, dans nombreux cas, à les faire voir et à les faire sentir à vos collaborateurs. Le deuxième élément, fort aussi des principales motivations pour se lancer dans une démarche RSE, eh ben, c'est de fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun. Et on le voit aussi avec les nouvelles générations, cette problématique de savoir pourquoi je travaille, dans quel type d'entreprise je travaille et quelle est la finalité de mes actions est quelque chose de plus en plus important. Le troisième élément, c'est le renforcement de la confiance des parties prenantes. Alors bon, j'espère que le mot partie prenante vous dit quelque chose, hein, l'ensemble des organisations qui gravitent autour de vous.
Et en fait, dans notre monde de plus en plus mondialisé, de plus en plus numérisé, techno, la problématique de relation et de confiance avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec votre assureur, avec vos banquiers, est un élément fort de performance et de différenciation, et bien sûr aussi de prendre un avantage concurrentiel vis-à-vis de vos différents concurrents, parce que vous allez sortir du lot avec une démarche RSE. Vous allez être capable aussi de l'expliquer, de l'afficher et de démontrer sa réalité, bien évidemment. Je vous laisserai là, je ne vais pas commenter tout, bien sûr, vous aurez le PowerPoint à votre disposition pour voir aussi que vous allez pouvoir améliorer beaucoup d'autres éléments, notamment aussi la réponse, par exemple, à des appels d'offres, la réponse à des questionnaires RSE, et vous allez être plus à l'aise par rapport à cela. Alors, les difficultés rencontrées, bien évidemment, 41% là, des gens rapportent que finalement la mise en œuvre est facile, et il y a quand même des freins, et c'est mieux de les connaître en amont pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir vous dire comment je vais pouvoir procéder. Alors, le premier élément, c'est le manque de temps, et c'est relié, je dirais aussi un petit peu à ce que je vous ai dit en préambule, c'est-à-dire que si on pense ou on met en place une démarche RSE qui n'est pas complètement intégrée à sa problématique réelle, sa stratégie et ses sujets, c'est sûr que c'est un manque de temps. En revanche, si c'est complètement intégré, vous allez vous apercevoir en fait que le temps que vous consacrez à cette mise en place, à cette réflexion, elle est complètement liée à vos actions quotidiennes. Le deuxième élément, c'est la difficulté à mobiliser les collaborateurs en interne. Et là, on retombe aussi sur le même sujet. Il faut que les collaborateurs sentent que c'est une vraie démarche de volontaire de la direction, qu'il n'y a pas d'effet greenwashing, et qu'il y a une mobilisation sur un projet d'entreprise. Les autres éléments, bien sûr, c'est le manque d'expérience, de référence, de pratique, et qui là aussi, bien peut-être avec des démarches avec l'UPV, de travailler plutôt en collectif, permettra aussi de lever ces éléments. Et puis aussi, bien sûr, la difficulté à projeter les bénéfices associés, c'est-à-dire qu'on se demande, mais alors, est-ce que vraiment je vais avoir des résultats par rapport à cela. Un élément, mais je pense que vous le savez tous, quelles que soient les démarches, quand on met des démarches en place de qualité sur l'ISO 9001, l'environnement et tout, un point important, bien sûr, est la mobilisation de la direction, du leadership. Sans leadership, sans mobilisation de la direction, il n'y aura pas possibilité de mettre ces démarches de manière correcte et concrète. Alors, on a fait une enquête là auprès des entreprises que l'on accompagne ou qui sont labellisées chez nous. Et donc, voilà un peu le retour juste au bout d'un an. Donc, on n'est pas en train de parler, entre guillemets, d'un ROI à 5 ans ou 10 ans, mais au bout d'un an, quels sont les principaux bénéfices? Alors, le premier, le renforcement de l'engagement des collaborateurs, parce que, bien évidemment, ils ont là à portée de main la vision de l'entreprise, et en plus de ça, on s'engage sur des sujets, je dirais, qui sont quand même positifs. On voit aujourd'hui cette problématique sur l'énergie, on voit les problématiques qu'il y a sur la relation avec les fournisseurs et l'approvisionnement, ainsi de suite. Donc, un renforcement de l'activité, de l'engagement des collaborateurs, et puis aussi le développement de son attractivité, parce qu'on va, je dirais, sortir du lot par rapport, bien sûr, à ces concurrents. L'innovation, bien évidemment, puisque quand on va se poser un certain nombre de questions, qu'on va mettre en relation différentes problématiques, bien, on va créer de l'innovation, et puis, bien sûr, se démarquer par rapport à la concurrence. Voilà, et donc, bien évidemment, plus on va avancer dans sa démarche RSE, plus il va y avoir un renforcement de ses bénéfices. Alors, je vous parlerai juste après, bien évidemment, des démarches d'initiation, de dire comment on peut se lancer.
nous avons aussi un outil d'évaluation qui s'appelle Engagé RSE, qui va vous permettre de mesurer votre maturité, la maturité de vos pratiques et la maturité aussi de vos résultats, et d'être là en capacité après de faire reconnaître vos actions et de communiquer aussi bien en interne auprès des collaborateurs qu'en externe auprès des parties prenantes. Et donc, voilà, je ne vais pas faire le tour de toute la marguerite que vous avez sous les yeux, mais évidemment que la structuration, la performance des actions que vous allez mettre en place, bien évidemment, derrière, vont apporter des résultats. Notamment aussi, on a beaucoup parlé, là, je vous ai beaucoup parlé des collaborateurs, de la concurrence, ainsi de suite, mais bien évidemment aussi sur les résultats que vous aurez, notamment en matière environnement, sur vos réductions de consommation de l'eau, de consommation de l'énergie, sur l'amélioration de la qualité de vie au travail de vos collaborateurs, sur une meilleure crédibilité aussi de votre démarche et de votre organisation. Donc, pour ce que nous vous proposons en collaboration et en partenariat avec l'UPV, en fait, pour ceux qui seront intéressés, c'est de faire un premier autodiagnostic. Donc, on va mettre et on met à votre disposition une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir accéder. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment y accéder, vous aurez ces informations plus tard. Mais en fait, cet autodiagnostic que l'on vous propose va vous permettre, en fait, de voir déjà une première chose, c'est-à-dire quels sont les sujets touchant la RSE. Donc, ils sont là regroupés en 5 thèmes. Et puis, donc, avec 22 questions qui vont toucher des problèmes sur la vision stratégique, le déploiement de la RSE, tout ce qui concerne les conditions de vie et les ressources humaines, et puis toute la partie production, environnement, ainsi de suite. Et donc, on a choisi de faire ce diagnostic sur, vous voyez, peu de questions, pour que vous ne soyez pas noyés dans un questionnaire de 100, 150 questions, et que vous puissiez commencer à y répondre. Sur chacune des questions, vous aurez 3 niveaux sur lesquels vous pouvez vous positionner, en fonction de la maturité sur laquelle vous vous sentez faite. Alors, chaque niveau, bien sûr, est explicité, parce que pour que vous compreniez comment il est fait. Donc, vous avez un niveau 1, un niveau 0. Je n'ai pas fait grand-chose. Niveau 1, je fais des choses, ainsi de suite. Donc, vous vous positionnez sur un niveau pour la question. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est d'ajouter un commentaire pour expliciter en une phrase, en 2, 3, 4 lignes, pourquoi vous pensez qu'il fallait que vous vous positionnez sur ce niveau-là. Nous utilisons cette plateforme après s'il y a nécessité pour faire de l'évaluation, mais dans, je dirais, le cas qui nous occupe aujourd'hui, vous n'avez pas à rentrer de mode de preuve. On souhaite simplement vous faciliter la capacité à vous dire j'en suis où, à quel niveau je suis. Et puis, ça nous permettrait aussi après, avec l'UPV, d'avoir une vision, bien sûr, générale des répondants pour aussi vous proposer derrière des actions à mettre en place. Alors, bien évidemment, cet outil, nous l'utilisons aussi on vous a parlé des trophées RSE PACA, c'est l'outil que nous utilisons aussi, que nous avons mis à disposition des trophées RSE PACA. Donc, bien évidemment aussi, tous les éléments les réponses que vous allez apporter sont bien sûr complètement confidentielles dans le cadre des évaluations que nous faisons au niveau d'AFNOR certification. Donc, il n'y a aucune problématique de ce côté-là. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais partager avec vous et vous donner donc aussi peut-être les moyens de discuter en interne et de se dire comment on va initier le sujet et avec cet autodiagnostic de pouvoir peut-être démarrer. Voilà, je vais arrêter mon partage et puis je vais laisser, j'espère que ça va fonctionner, laisser donc, la main à mes collègues.
Merci, Monsieur Constant. Juste avant de laisser la parole à David, on a dû avoir un petit problème de déroulement de votre support. Donc, pour les participants, sachez qu'on vous l'enverra. Hein, le déroulé n'a pas marché. Bon, la technique nous a trahis, donc c'est pas grave. On vous l'adressera par mail à tous. Toutes vos excuses. Désolé parce que j'ai dû. C'était compliqué à écouter. Je suis vraiment désolé. Alors, Olivier, il y a une question. Là, je reviens sur. Il y a une question là de savoir donc effectivement la plateforme. Comment ça fonctionne concrètement? Il y a une personne qui demande comment ça fonctionne concrètement. Donc nous, on a mis un lien sur le site de l'Union patronale du Var et ensuite, donc je te laisse la parole, on arrive où et qu'est-ce qu'une entreprise doit faire comme manipulation pour avoir accès ensuite au questionnaire, aux fameuses 22 questions que tu évoquais. Donc, en fait, vous utilisez le lien que l'UPV va vous donner. Vous allez arriver sur une plateforme qui s'appelle Acessia. Et vous avez là aussi, tout est marqué en fait. Hein. Vous allez pouvoir vous loguer, vous rentrer un certain nombre d'informations sur votre entreprise. Et puis après, vous avez il y a un code qui est donné dans le lien. Et puis, vous allez accéder donc au questionnaire, puis commencer à répondre aux questions. Alors, bien évidemment, vous pouvez rentrer, ressortir, commencer le questionnaire, l'arrêter. Voilà, il n'y a pas de souci. En fin de questionnaire, vous aurez un scoring sur 100 points, avec un score sur chacune des questions. Et vous aurez aussi un petit document qui vous donnera des éléments pour vous dire, tiens, comment je pourrais aller un peu plus loin sur tel ou tel sujet. Mais sinon, pour se loguer, voilà, c'est très simple. Je dirais, tout est explicité sur le lien que vous recevrez quand vous allez vous loguer sur Acessia. Il y a un numéro de téléphone aussi, une hotline si vous avez des soucis. Mais voilà, c'est très simple à réaliser. On avait déjà mis en place ce lien il y a quelques temps et il y a déjà quelques entreprises qui se sont loguées sans aucun problème. Il n'y a aucun souci, c'est très facile là, maintenant. D'accord, ok. Merci Olivier pour ton intervention. Alors, Dominique Ortoli n'est pas encore arrivé malheureusement, donc on va bousculer un petit peu l'ordre et on va proposer à Madame Schuller d'intervenir. Pour expliquer, là on a l'exemple d'une entreprise qui est engagée depuis quelques années dans une démarche RSE et donc la question était effectivement de partager les réflexions et les remarques sur le comment vous vous êtes lancé et vous avez engagé une démarche RSE. Alors je pense que c'est à moi alors c'est pas comme ça, je vais partager l'écran comme ça, on aura premier voilà, a priori vous devriez voir et donc à vous Madame Schuller, je vous laisse vous présenter également. Hein. Oui. Merci. Bonjour à tous, merci Monsieur Morlet. Donc je m'appelle effectivement Arlette Schuller et je travaille comme responsable RSE pour l'entreprise Intermed Exportation. Et donc, alors moi, je ne vois pas là la première slide, c'est la fiche de présentation d'Intermed. Je ne la vois pas, Monsieur Morlet. Est-ce que ça marche là? Voilà, ouais. Voilà. Donc là, il faut juste passer à la suivante et on sera bon. Impeccable. Donc, rapidement, pour que vous sachiez de quoi on parle, donc Intermed Exportation est une entreprise qui est un grossiste exportateur de produits pharmaceutiques. On importe et on exporte en fait tous les produits qu'on peut trouver dans une pharmacie, donc principalement des médicaments et également des accessoires médicaux, de la parapharmacie et voilà, de la cosmétique. On a un effectif de 40 personnes, donc une trentaine de personnes qui sont basées à Hyères sur le site de l'entreprise et une dizaine de personnes qui sont à différents endroits et qui sont en fait nos commerciaux qui peuvent travailler de la maison. Donc, on en a 3 qui sont basés en Espagne, on en a 2 en Angleterre et 5 qui sont un peu partout en France. Le chiffre d'affaires est de 130 millions d'euros environ par an.
Concernant la spécificité de notre secteur, en fait, on est un établissement pharmaceutique. Donc, déjà, on doit avoir un pharmacien qui participe à la direction de l'entreprise. Et en fait, on est sous l'autorité de l'ANSM, donc c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui doit d'abord autoriser l'ouverture de notre établissement. Et ensuite, ce sont des autorités qui viennent tous les 2, 3, 4 ans maximum pour en fait vérifier que nos activités sont bien conformes à la réglementation. Et sachant qu'on parle de médicaments, effectivement, on est au top de la qualité à ce niveau-là. Et aussi, l'autre spécificité, c'est que notre activité est soumise du coup à pas mal de pression, notamment de la part de 2 parties prenantes qui sont effectivement l'ANSM, puisque l'autorité du médicament en fait fait évoluer très régulièrement les lois et la législation concernant les médicaments, et donc on doit pouvoir s'adapter à ça. Et on a aussi les laboratoires qui n'aiment pas trop notre activité, parce qu'en fait ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur les différentiels de tarifs, principalement en Europe, des laboratoires pour acheter là où on trouve les tarifs les moins chers et revendre là où les tarifs sont les plus chers, en nous positionnant de sorte à permettre un différentiel de prix pour les pays qui nous achètent, en fait, pour les grossistes qui nous achètent dans ces pays. Et donc, les laboratoires essayent de minimiser nos activités, tout simplement parce qu'on leur prend du chiffre et de la marge, et qu'on joue un contre-pouvoir qui ne leur plaît guère. Du coup, on a dû développer des points forts, hein, c'est certain. Pour rester sur ce marché-là, en fait, les points forts qu'il nous faut, c'est l'agilité à répondre aux exigences de ce marché, et pouvoir en fait nous adapter rapidement à la réglementation et aux pressions qu'on peut subir. Un exemple concret peut être dernièrement par exemple, la réglementation nous demande maintenant ce qu'on appelle la sérialisation. Avant, au niveau de l'entrepôt, on devait, vérifier l'exactitude des informations des médicaments, mais on vérifiait une boîte sur un colis complet. Et là, ils ont décidé quasiment du jour au lendemain qu'il faudrait qu'on contrôle tous les produits du colis, même si tout vient d'un fournisseur et que tous les produits sont les mêmes. Chaque boîte doit être contrôlée. Donc, il faut qu'on change toute notre méthodologie pour pouvoir nous y adapter. Une autre pression a été au moment du Covid, où il y a eu ce qu'on appelle des ban lists, où en fait certains produits étaient bloqués pour l'export puisqu'on en avait besoin au cas où, et pas forcément au cas où, d'ailleurs dans les hôpitaux ils avaient besoin énormément de produits, et donc il fallait surtout pas qu'il y ait de l'export, sinon ça risquait de faire des ruptures de stock. Et donc à ce moment-là, on a dû nous adapter parce qu'on avait un certain nombre de produits qu'on ne pouvait plus vendre. Et donc, un des points forts aussi, c'est le dialogue très étroit qu'on a avec nos parties prenantes. En fait, avec nos clients et nos fournisseurs, on est tous dans le même bain. Et donc, on est vraiment très en contact les uns avec les autres pour pouvoir justement nous adapter, nous informer les uns les autres, savoir dès que, par exemple, une ban list s'ouvrait, eh bien, là, on pouvait recommencer à exporter. Dès qu'elle se fermait, il fallait que les gens le sachent, pour qu'ils sachent dans quel pays c'était le cas, peut-être switcher de pays sans changer de pays pour avoir quand même la possibilité d'obtenir des produits, etc. Donc, on est dans un métier où vraiment, quasiment du jour au lendemain, on peut avoir toute une partie de l'activité qui peut être changeante. Si vous voulez bien passer à la slide suivante, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui. C'est comment concrétiser la démarche RSE. Ce que je peux dire pour notre expérience, là, ce que je vais faire, c'est un petit coup de projecteur sur notre historique. C'est que déjà, on avait une volonté du dirigeant, effectivement, qui était très forte. Il avait des convictions personnelles dès le départ. Alors, en 2 mots, pour vous expliquer, en fait, l'entreprise est une entreprise familiale. Les 10 premières années, c'est le papa qui tenait l'entreprise, et le fils est rentré dans l'entreprise dans les années 2000. Et dès le début, en fait, son père lui a laissé énormément de liberté, d'autonomie, de responsabilité.
Et quand il a pris les rênes, il s'est posé la question d'entrée de jeu, de savoir comment il pouvait garder les employés et en faire entrer d'autres et qu'ils soient des personnes compétentes. Et en fait, il s'est basé sur sa propre expérience. Il s'est dit, voilà, ce qui m'intéressait moi, c'était d'avoir de l'autonomie, de la responsabilité. Donc, c'est ce que je vais permettre à mes employés. Et donc, c'est passé par le volet plutôt social, on va dire, avec le bien-être, la QVT. Et ensuite, il l'a élargi à un management participatif et une gouvernance partagée. C'est-à-dire que tout employé de l'entreprise peut participer aux décisions et être beaucoup plus maître de son propre poste de travail. Et surtout, tout ça avec une conviction aussi du dirigeant qui était de dire « je propose, mais je n'impose pas ». Et ça nous amène au deuxième point qui est une maturation lente. Chez nous, vraiment, ça a été lent dans le sens où pendant quasiment 20 ans, en fait, on n'a pas du tout parlé de RSE. On a fait que, en fait, le dirigeant n'a fait que parler de toutes ses convictions, amener un peu les employés à se poser des questions. Mais dès qu'ils sentaient des réticences, en fait, il en restait là. Et puis, on reprenait le sujet au moment où on sentait que certaines personnes commençaient à adhérer, en fait. Et ça a été vraiment bénéfique parce que ça permet de laisser le temps de s'approprier un peu ce qu'est la RSE finalement, les référentiels, les normes sur lesquelles ça s'appuie. Et ça permet, chose encore plus importante, aux personnes d'y venir par elles-mêmes plutôt que de les brusquer. On sait tous qu'on a des activités qui sont déjà chronophages, qu'on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Et si on nous impose à nouveau de faire, encore devoir travailler sur des sujets, de devoir rajouter des réunions, etc., on a du mal à le faire. Alors que si on plante un peu des petites graines et puis que chaque personne revient à un moment où elle a un petit peu plus de temps et dire au fait, tu m'avais parlé de telle et telle chose et ça m'intéresse, et ben là, ça commence à être le moment de effectivement aller un peu plus loin. Donc, voilà, la maturation lente, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on a effectivement démarré la structuration de la démarche seulement en 2019, donc quasiment 20 ans après que le dirigeant qui ait toutes ses convictions ait commencé vraiment à faire bouger les choses. Et donc, comment on l'a fait? On est passé par un cabinet d'audit spécialisé en RSE qui nous a fait une évaluation, donc un audit, pour nous permettre d'avoir une photographie en fait de notre situation. Et cet audit nous a permis de réaliser en fait que oui, il y avait plein d'actions, mais qu'il y avait vraiment un manque de cohérence. On y reviendra dans la slide suivante. Donc la maturation lente qui permet évidemment donc l'appropriation du sujet par les équipes et de façon progressive, ça c'est vraiment important. Et puis en 2021, on a voulu vraiment concrétiser notre engagement en changeant les statuts de l'entreprise pour passer entreprise à mission suite à la loi Pacte qui permet ce changement de statut. Et à partir de cette date, en effet, le fait d'avoir vraiment mis l'engagement dans les statuts, mis la raison d'être et les objectifs dans les statuts a permis une accélération de notre démarche et de nos engagements. Notamment, en début de cette année, on a vraiment mis un coup à l'accélérateur. Le poste de responsable à RSE a été créé chez nous et donc j'ai été nommée. Avant ça, en fait, pendant 7 ans, j'ai été commerciale pour une des activités. Et les équipes de direction aussi ont été beaucoup plus impliquées, notamment avec des référents pilotes de projets, puisque ce n'est pas parce qu'on est responsable RSE qu'on doit prendre le pilotage de tous les projets. Au contraire, il faut vraiment amener le plus d'employés possible à prendre des sujets et à devenir référent ou pilote. Et encore une fois, même le pilote ou le référent ne fait pas tout. C'est vraiment un référent qui va proposer à plusieurs personnes de l'entreprise, souvent une personne de plusieurs services pour pouvoir vraiment représenter toute l'entreprise et pour que les décisions soient prises en commun. On peut passer à la slide suivante.
La slide suivante, c'est vous dire un peu les convictions ou conclusions en fait qui en sont sorties, les conclusions qui sont en fait nos convictions actuelles. On s'est rendu compte quand on a fait la photographie, donc l'audit, que alors ça c'était très intéressant, que ça faisait comme une photographie pixelisée. En fait, il y avait plein, mais alors plein, on avait fait plein d'actions. Donc, il y avait plein de points partout dans cette photographie et plein de choses qui avaient été faites, mais ça manquait de cohérence. Quand on prenait du recul, finalement, on voyait toutes ces petites actions et on pouvait les lister. Et ça nous faisait, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, hein, ça nous a fait un beau catalogue qu'on a essayé un peu de structurer, mais ça ne donnait rien. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui étaient faites sur les 3 volets principaux. En fait, on s'était mis un petit peu des actions au niveau environnement, des actions au niveau social, des actions au niveau gouvernance. On l'avait fait au bon sens. C'est-à-dire que tous ensemble, à l'occasion de réunions, etc., à 3, 4, à 5, 6, même à 10 parfois, on se disait, tiens, sur quoi est-ce qu'on pourrait avancer ? Et on s'est retrouvés en fait à avoir plein de petites actions de bon sens, arrêter les impressions papier, diminuer, mettre des poubelles dans les différents bureaux pour commencer à trier, au niveau social, créer des projets pour que on puisse se retrouver en dehors des heures de travail, mettre des cours d'anglais entre midi, les employés se faisaient un peu des cours d'anglais entre eux, ou des cours de sport, et au niveau gouvernance également pour le partage de décisions. On s'était dit, bon, maintenant, on sera toujours à 3 ou 4 pour prendre les décisions. Il n'y a plus personne qui prend des décisions seul dans son coin. Et donc, il y avait plein de choses qui étaient en place, mais ça manquait d'une logique et d'un cadre. Et donc, la première conclusion qu'on a eue et de conviction, c'était de se dire l'addition des bonnes pratiques ne fait pas notre engagement, dans le sens où, à un moment donné, on était à bout de souffle. On avait fait tout de bon sens. On s'était tous demandé les uns les autres, tiens, est-ce que tu as d'autres idées ? Et on tournait en rond parce que, en fait, il nous manquait ce cadre qui nous aurait permis d'élargir. Et surtout, pour le cadre, il fallait en passer par des normes ou des référentiels. En tout cas, il faut s'appuyer sur quelque chose qui nous sorte d'une zone de connu. Et donc, on en vient au deuxième point que j'ai mis, c'est qu'on avait vraiment besoin d'une planification complète qui passe par la formalisation de l'engagement pour structurer la démarche autour de normes et de référentiels. Et ensuite, quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a structuré, on a besoin d'outils pour piloter. Alors, quand on dit outils pour piloter, c'est simple, on parle d'indicateurs, hein. On a besoin d'indicateurs pour nous dire si, vu ce qu'on a décidé, est-ce qu'on est bien dans les clous ou est-ce qu'on n'y est pas et comment est-ce qu'on peut faire du coup pour améliorer. Et on en vient du coup à ce 4e petit point qui est déployer le processus d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on doit regarder ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien et ce qu'on fait un peu moins bien ou pas bien, ça doit donner l'occasion de l'améliorer. Du coup, on s'est rendu compte qu'en effet, il fallait pouvoir maîtriser le sujet, hein, c'est absolument fondamental. En fait, la RSE, en effet, si on la met dans le cœur de stratégie, si ça devient une stratégie de mettre la RSE au centre de l'entreprise, ce que je pense à nouveau aussi là est primordial, à un moment donné, ça doit venir des dirigeants et ça doit être vraiment dans le cœur de l'entreprise. À ce moment-là, en fait, comme n'importe lequel de nos métiers, on doit vraiment maîtriser la RSE. Et ça peut se faire de 2 façons, hein, en externe ou en interne. Nous, chez Intermed, on fait des 2. Il y a certains sujets qu'on fait en externe et on se met avec les personnes qui nous accompagnent pour quand même commencer à prendre de la connaissance et de l'expérience. Et il y a certains sujets qu'on a décidé d'internaliser, comme là, par exemple, le bilan carbone. On va le faire en interne. Je vais faire la formation au bilan carbone pour pouvoir ensuite le faire et maîtriser ce sujet parce que après beaucoup de réflexions, on s'est dit que c'était un sujet tellement central que ça valait vraiment la peine d'y consacrer du temps. Je vous laisse passer à la slide suivante. Après tout ce que j'ai dit là, en fait,
cette slide-là permet un peu de redonner les grandes lignes de façon un peu plus synthétique pour une démarche RSE concluante. Je pense en tout cas chez nous, ce qui a fonctionné, c'est une planification rigoureuse avec cet état des lieux, c'est-à-dire cet audit qui donne la photographie de la situation de l'entreprise au moment où on le fait. C'est travailler sur la vision, les valeurs, les enjeux de l'entreprise. Et ça prend aussi du temps parce que ça se co-construit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à 3 sur le coin d'un bureau. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui se discute avec les équipes. Et tout le monde, à la fin, doit sentir que c'est quelque chose qui est venu de l'ensemble des employés. Ensuite, un plan d'action structuré. Et là, c'est pareil, il faut un outil, il faut vraiment un outil qui permette en fait de sélectionner les domaines et les objectifs qui sont importants pour l'entreprise. Et ça, c'est vraiment relié à son cœur à ses activités, à ses cœurs de métier. Et ça permet du coup la construction d'un projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va demander à tous de s'impliquer. Une RSE qui est faite que par un responsable RSE et 2-3 membres de la direction, ça ne marche vraiment pas. Il faut vraiment que tout le monde soit impliqué et tout le monde se sente impliqué. Donc ça demande vraiment la construction d'un projet global. Ça passe ensuite, après la planification, ça passe par un pilotage effectif et concret. Et là, c'est simple. À nouveau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on repart sur des indicateurs qui sont clairs et qui doivent permettre sur chacun des domaines et chacun des objectifs qu'on s'est fixés de mesurer si on est dans les clous ou si on n'y est pas pour pouvoir ensuite faire de l'amélioration continue, travailler sur les points qui restent à améliorer. Et du coup, ça passe là aussi par la construction d'un outil qui permette de faire un suivi de ces indicateurs. Et ces deux éléments-là, en fait, nous amènent logiquement après à pouvoir faire un reporting. Nous, par exemple, on s'est fixé à relativement court terme à faire un rapport RSE pour début 2024. Ça nous semble déjà être assez optimiste parce que vraiment, il y a tout un travail avant. Le rapport, en fait, c'est vraiment, entre guillemets, la concrétisation de toutes les actions qu'on aura mises en place pour y aboutir, quoi. Voilà. Si je peux terminer par une chose, c'est peut-être vous dire les prochaines étapes pour nous. C'est l'audit qu'on a fait et tout ce qu'on a fait nous a permis de réaliser que, par exemple, au niveau de l'environnement, il nous faut absolument passer par le bilan carbone. Donc ça, c'est la prochaine étape pour nous. Et la cartographie des parties prenantes, parce que même si on connaît très bien nos parties prenantes, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une cartographie complète. Donc ça, ce sont les prochaines étapes. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. S'il y a des questions, voilà, je vous laisse me dire. Merci beaucoup, Madame Schuller. Très, très complet. J'espère que ça convient aux entreprises qui participent, puisque là, on a un détail assez complet des étapes à mettre en place. Alors, on a effectivement une question, mais on va peut-être la laisser pour la fin. Enfin, il y a 2 questions, hein, donc on va les laisser pour la fin. Et comme Dominique Ortoli nous a rejoint, on va lui proposer de conclure finalement cette webconférence en repartant de ce que Arlette Schuller a expliqué, puisqu'elle va se présenter et ensuite, bien évidemment, réappuyer sur ce que Madame Schuller a expliqué. Alors, j'essaye de retrouver mes petits bébés au niveau des supports, parce que c'est, voilà, a priori, ça devrait fonctionner, et j'ai la main. Donc, merci. À toi, Dominique. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Dominique Ortoli, je suis consultante en RSE, donc j'accompagne des entreprises de toute taille et de tout secteur sur le sujet de la RSE. Et donc, le sujet d'aujourd'hui va être de vous donner un petit peu des items pour voir comment mettre en place une démarche RSE. Donc, ça a déjà été pas mal expliqué par Madame Schuller précédemment.
Ce que je vais essayer de vous remontrer, c'est qu'effectivement, pour initier une démarche en entreprise, il faut avoir une approche séquencée par étapes pour être sûr effectivement de mener à bien l'ensemble de la démarche. Alors, ça démarre. Je peux l'actionner moi-même ou ouais, d'accord. Merci. Voilà, pour pas faire de bêtises. Donc, il y a globalement 7 étapes par lesquelles vous devez effectivement passer pour pouvoir construire intégralement une démarche RSE. L'étape d'état des lieux, effectivement, qui a été présentée juste avant, est effectivement indispensable pour savoir d'où on vient et pouvoir mettre en exergue effectivement les axes d'amélioration sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc, cette étape d'état des lieux, effectivement, vient en premier lieu et elle va s'accompagner effectivement de réflexions autour de différents axes qui vont être d'abord la vision de l'entreprise. Où le dirigeant souhaite emmener l'entreprise? Quel est le projet de développement de l'entreprise à échéance de 3, 5 ans? Donc, déjà, effectivement, pouvoir poser ce verbatim et puis y mettre derrière, effectivement, des axes stratégiques qu'on va mettre en lien derrière avec des engagements RSE. La deuxième étape, ça va être effectivement de dégager les enjeux justement aux yeux de cette stratégie d'entreprise qui est posée. Quels sont les enjeux RSE qui en découlent pour qu'effectivement on puisse les identifier et les mettre en perspective. On parlait des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est tous les acteurs, tout l'écosystème, et on va y revenir, qui font partie de l'entreprise, donc interne et externe, et qui, dans une démarche RSE, sont primordiaux parce qu'effectivement, on va être amené à les solliciter à toutes les étapes. Bien sûr, derrière, il y a une stratégie d'action, le plan d'action, le pilotage, on en a parlé tout à l'heure, mais on va rentrer dans le détail de toutes ces étapes, et l'évolution, donc qui est effectivement le plan de progrès, mais aussi éventuellement l'évaluation ou la reconnaissance de cette démarche pour pouvoir aller ensuite dans une amélioration continue perpétuelle. Donc, si on regarde, on se focalise sur la première étape qui est définir la vision. Effectivement, elle repose sur l'engagement de la direction via la formalisation donc, du projet stratégique qu'on va mettre effectivement en perspective avec les enjeux globaux de la RSE. Et ça, l'idée, c'est effectivement, et c'est un des points primordiaux d'une démarche, c'est qu'elle soit initiée et portée par la direction. Effectivement, il faut qu'on puisse mobiliser l'ensemble des équipes, mais ça viendra tout au long de la démarche. Par contre, si dans une entreprise, cette vision RSE n'est pas portée par la direction, effectivement, on n'arrivera pas à avancer. La notion de raison d'être aussi, qui a été abordée donc par le témoin juste avant, est aussi une manière d'acter là où veut aller l'entreprise et surtout pourquoi elle est là. Et cette raison d'être peut se matérialiser effectivement par un changement des statuts à travers, on l'a vu tout à l'heure, l'entreprise à mission. Mais c'est aussi mettre en exergue les valeurs qui portent le quotidien de l'entreprise en interne et relayées en externe auprès des différentes parties prenantes. Donc ça, c'est une étape effectivement qui généralement fait l'objet, au travers de l'état des lieux aussi, d'un regard particulier de l'accompagnement pour être sûr que cette étape-là est vue et que c'est pas juste une démarche opportuniste qu'a la direction ou des collaborateurs d'aller vers la RSE. L'étape suivante, donc, on parlait des enjeux. Donc, qu'est-ce qu'un enjeu et à quoi il sert? Finalement, les enjeux RSE vont permettre à un moment donné de matérialiser de façon concrète, d'un côté, le projet de développement, en regard de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité, et des enjeux stratégiques finalement qui sont au croisement de tous ces chemins. C'est cette matérialisation des enjeux, donc on va effectivement regarder les enjeux commerciaux, les enjeux de développement, les enjeux RH, les enjeux d'ancrage local, les enjeux environnementaux, et
Et effectivement, tout ça va être, donc là, je vous ai montré un exemple effectivement d'une matrice de matérialité qui va permettre effectivement de positionner de façon prioritaire les enjeux sur lesquels il va falloir travailler donc de façon stratégique et prioritaire. Donc après, il y a différentes manières de les positionner, mais là, c'en est une qui est la plus simple en les mettant effectivement sur une échelle qui d'un côté permet de voir leur côté stratégique et de l'autre côté l'importance aussi de ces enjeux par rapport à la démarche qu'on est en train d'initier. Donc après, effectivement, le fait d'avoir mis ces enjeux en place, là c'est un exemple, ça va nous permettre de, là aussi, formaliser des engagements au regard des enjeux sur les différents volets. Donc là, c'est un exemple, par exemple, d'une société qui s'appelle Le Coq Noir, qui a matérialisé effectivement ses engagements sur les différents items de la RSE en regard de sa stratégie. Donc vous aurez de toute façon le support de présentation, je crois, qui sera transmis suite au webinaire de ce matin. Autre exemple, effectivement, c'est de mettre en lien ces engagements au regard des objectifs de développement durable, donc qui ont été, vous devez tous les connaître, hein, il y en a 17, sont des objectifs de développement durable qui sont fixés par les Nations Unies et qui sont des orientations et des actions qui sont données aux États membres. Et chaque entreprise, à son échelle, de petit colibri, va pouvoir, au travers de son plan d'action RSE, se dire « je contribue à tel ou tel ODD », à travers effectivement les actions que je veux mettre en place. Donc ça, c'est l'exemple par exemple de Pernod Ricard qui a souhaité effectivement mettre en lien sa démarche RSE avec plusieurs ODD. Donc vous voyez là ici au travers la valorisation de l'humain, au niveau des terroirs, au niveau de la circularité et puis de sa responsabilité propre. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Autre exemple, effectivement, où là, on aligne la feuille de route par rapport à la stratégie d'entreprise. Donc là, on est vraiment dans… Et les ODD, parce que vous avez effectivement les trois axes là qui sont repris, où donc les établissements Legrand se sont donnés, au travers du plan stratégique 2022-2024 qui a été défini par la société, des objectifs et des priorités alignés avec les ODD. Voilà, c'est des exemples effectivement de matérialisation des objectifs qui peuvent être faits par rapport justement à la stratégie portée par l'entreprise. En marge de tout ça, il y a le pilotage de l'entreprise. Donc comment on pilote, ça a été abordé dans la présentation précédente, c'est à travers des indicateurs. Donc les indicateurs, ils servent à quoi? Ils servent à mesurer et suivre la démarche RSE, ils servent à mobiliser les parties prenantes, communiquer aussi sur la démarche, parce qu'on pourra communiquer à partir du moment où on a des indicateurs pertinents qui montrent effectivement la mise en place de la démarche, mettre en place aussi un plan de progrès et évaluer la démarche et sa progression. Donc là, dans le choix des indicateurs, là je vous ai repris la méthode SMART qui permet effectivement de définir des objectifs qui sont spécifiques à l'objectif et à l'engagement qui est pris, mesurable bien sûr, atteignable aussi, réaliste et temporellement défini. Donc ça, c'est la règle effectivement de définition d'un indicateur. Trois types d'indicateurs. Hein. Vous avez des indicateurs d'équilibre qui permettent de contrôler aussi l'état d'avancée du projet, des indicateurs d'anticipation hein, qui nous permettent aussi de voir sur du plus long terme et des indicateurs d'alerte qui, eux, permettent d'anticiper les risques. Donc, le choix de tous ces indicateurs vont effectivement dépendre, là aussi, des objectifs qu'on s'est fixés, du reporting aussi qu'on souhaite mettre en place, soit de façon réglementaire, soit de façon complètement volontaire hein, aux yeux de la communication qu'on souhaite avoir derrière, des enjeux aussi sectoriels liés au métier de l'entreprise, des référentiels qu'on aura choisis aussi et de la réglementation en vigueur par rapport au métier, et de la possibilité aussi de remonter ces indicateurs de façon simple pour pouvoir les rentrer dans un processus de reporting. Donc, à travers tout ça, effectivement, il y a des outils hein, qui peuvent vous permettre de formaliser tout ça. Et le but derrière étant effectivement, là je vous ai mis quelques exemples hein, de référentiels qui vont aider à la mise en place de la démarche,
Donc, il y a le GRI qui est Global Reporting Initiative qui a un set de 225, je crois, critères différents qui permettent de piloter. Alors, c'est sûr que selon la taille de l'entreprise, on ne va pas regarder les 225, mais on va peut-être se focaliser sur 10 ou 20. Il y a le rapport intégré donc de IRC qui permet effectivement de formaliser un rapport intégré de développement durable. Vous avez bien sûr la norme ISO 26000 qui est la norme référente aujourd'hui en matière de RSE au niveau international, qui a été révisée d'ailleurs récemment. Vous avez des labels comme le label Lucie qui effectivement fait partie, qui lui est sur un périmètre franco-français et qui s'appuie sur la norme ISO 26000 pour faire reconnaître effectivement au travers le label la démarche. Vous avez aussi toutes les évaluations qui sont faites par AFNOR en termes de label et de niveau de maturité. Donc, on va y reparler juste après, mais effectivement, vous avez des labels comme RSE engagé, par exemple, ou engagé RSE. Vous avez des labels sectoriels ou des référentiels sectoriels qui répondent aussi à des spécificités filières ou métiers. Et vous avez le Global Compact qui, au travers effectivement d'un référentiel de 10 principes et d'une communication qui est communiquée par les entreprises tous les ans ou 2 ans, permettent effectivement de faire reconnaître et d'évaluer la démarche. Sur la redevabilité, donc qui est un point essentiel de la norme ISO 26000 d'ailleurs, qui veut dire comment on rend compte de la démarche. On est dans une définition d'un périmètre de reporting, là aussi, donc tout dépend si on est sur du réglementaire ou du volontaire, avec une sélection d'indicateurs, l'élaboration d'un protocole de reporting. Donc ça, c'est les différentes étapes que vous allez effectivement avoir à mener pour pouvoir formaliser derrière la rédaction d'un rapport et un bilan qui vous permettent effectivement aussi d'acter ce que vous avez fait. Le risque dans toute cette démarche, c'est de ne pas tomber non plus dans du greenwashing ou du social washing. Donc, en RSE, on dit toujours ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, sans aller effectivement dans du verdissement ou du social avancé. Donc ça, c'est un extrait de la norme ISO 26000 qui pose le rôle de la communication RSE, au-delà des obligations réglementaires, pour acter effectivement ce qu'on fait, établir et dialoguer aussi avec les parties prenantes, parce que c'est un point important, traiter les exigences juridiques aussi dans la diffusion des informations, montrer comment l'organisation respecte ses engagements dans le temps, et puis c'est le challenge pour aller plus loin sur les étapes suivantes dans le temps pour pérenniser la démarche. Ce que je vous ai mis effectivement à la fin, c'est les différents labels et outils qui permettent d'évaluer une démarche RSE. Donc, vous avez effectivement, je vous ai parlé du label Lucie, RSE engagé, le label Bicorp, la norme ISO 26000, donc qui, elle, effectivement, donne le référentiel. Vous avez des plateformes aussi qui vous permettent de vous auto-évaluer à travers EcoVadis, par exemple, le pacte des Nations Unies avec le référentiel des 10 principes du Global Compact. Le GRI, on en a parlé. Et puis après, vous avez effectivement, j'ai vu qu'il y avait une notion avec les normes. Donc, il y a toutes les normes qui, autour de la RSE, viennent agrémenter aussi la démarche à travers l'ISO 9001, la 14001, qui sont finalement des outils aussi qui viennent appuyer la démarche RSE d'une entreprise. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc, si vous avez des questions-réponses, on est là pour ça. Alors, merci beaucoup, Dominique. J'en profite effectivement sur cette phase finale pour répondre à une question sur la RSE et la démarche qualité. En réalité, la RSE n'est pas une démarche qualité en tant que telle. Par contre, la RSE, c'est un système de management. Et on retrouve en fait un certain nombre de fondamentaux dans tous ces référentiels. Donc, les référentiels certifiables de l'ISO 9001, 14001, 41001, etc. Et la norme ISO 26000 RSE, qui est un système de management et qui intègre des processus d'amélioration continue. Donc, en réalité, quand vous travaillez sur une démarche qualité, vous traitez un bout
de la RSE, vous pouvez traiter un bout de la RSE. Et le référentiel ISO 26000, pour répondre à la deuxième partie de la question, s'applique à tout type d'organisation. D'accord? Donc, on peut être dans un secteur d'activité. Ce qui peut être intéressant quand on est dans un secteur d'activité particulier, la question c'est sur la viniviticulture, c'est de voir s'il existe des référentiels sectoriels, parce que de plus en plus de secteurs, de branches professionnelles travaillent en fait sur une adaptation des référentiels pour que ça colle au mieux et que les entreprises puissent s'appuyer sur un référentiel qui lui parle mieux. Donc, la méthode qui a été, enfin, les deux témoignages, Dominique Ortoli sur la méthodologie et Arlette Schuller qui expliquait en fait ce qu'elle avait fait, peut très bien s'appliquer à n'importe quel type d'entreprise. Et alors, je conclue, parce qu'on est un petit peu en retard, je vous prie de m'en excuser, conclue sur l'idée de pouvoir faire de la RSE sur des TPE, voire même des entreprises qui n'ont pas de salariés. En réalité, ce que l'on travaille, c'est la notion d'impact. Donc, quand vous êtes une entreprise, enfin, indépendant, par exemple, vous avez un impact de par votre activité. Vous avez une politique d'achat, vous avez une implication sur le territoire, vous avez un certain nombre de parties prenantes et vous travaillez sur une base de valeur qui est la vôtre. Donc, vous pouvez parfaitement, en fait, construire et structurer votre engagement RSE, même si vous n'avez pas de salariés. Il y a tout un pan en fait du référentiel qui ne vous concernera pas, comme par exemple les relations avec les salariés, bien évidemment. Donc il ne faut, par contre, ça sera plus simple. Moins on a de salariés et plus, je dirais, la démarche est rapide et simple à faire. Voilà. Donc il y avait 2-3 questions, donc j'ai essayé de les regrouper. Je pense qu'il n'y en a pas. Je vais prendre le relais parce que je pense qu'il n'y a plus de questions et voilà. il va falloir qu'on conclue. Je vais d'abord remercier nos intervenants pour leur intervention, la clarté et leur précision. J'espère en tout cas que cette webconférence aura répondu aux attentes des participants. On vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence qui aura lieu mardi prochain, le 15 novembre, sur un thème qui sera complètement différent puisque nous traiterons le dispositif transition collective appelé Transco, qui s'adresse aux entreprises souhaitant anticiper les transformations dues aux mutations du marché du travail ou organiser une restructuration à court terme. Voilà, donc un sujet bien différent. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je remercie encore nos participants. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.